Bonjour, esprit curieux. Bienvenue à ce voyage intellectuel. Aujourd'hui, nous allons ouvrir un chapitre que beaucoup préféreraient laisser clos, un chapitre qui raconte une vérité dérangeante sur le monde moderne. Avez-vous déjà eu l'impression que derrière les récits de progrès et de succès se cache quelque chose de plus sombre? Eh bien, vous n'êtes pas les premiers. Il y a plus d'un siècle, alors que le monde célébrait les merveilles de l'ère industrielle, avec ses trains à vapeur et ses usines imposantes, un groupe d'écrivains a décidé de pointer leurs plumes vers les ombres, vers ce que personne ne voulait voir. Ils ont osé raconter la vérité, sans filtre ni fioriture, et ce qu'ils ont trouvé a changé la littérature pour toujours. Préparez-vous, car nous allons révéler comment le réalisme et le naturalisme sont devenus le miroir le plus cru de la société. Un outil si puissant que ses échos résonnent encore dans les histoires que nous consommons aujourd'hui, des séries les plus percutantes au journalisme d'investigation le plus courageux. Avant de commencer, je voulais vous dire un mot sur les images que vous voyez. Pour donner vie à cette narration, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle pour générer les visuels. Considérez-les donc comme une toile, une façon d'illustrer les idées et l'ambiance de ce que je vous raconte. Elles ne seront pas toujours une représentation exacte ou littérale, mais plutôt un accompagnement visuel pour vous permettre de laisser libre cours à votre imagination avec moi. J'espère de tout cœur que vous apprécierez. Pour comprendre cette révolution littéraire, nous devons d'abord voyager au XIXe siècle. Imaginez la scène, les villes européennes croissaient à un rythme effréné. Lumières au gaz, machines à vapeur, la promesse d'une nouvelle ère de prospérité pour tous. Du moins, c'était la version officielle. Mais si l'on y regardait de plus près, la réalité était bien différente. Derrière les façades élégantes de la bourgeoisie, s'entassaient des quartiers entiers plongés dans la misère. Le progrès avait un coût humain extrêmement élevé, et ce coût était payé par les travailleurs, les femmes et les enfants dans les usines. La littérature qui dominait jusqu'alors, le romantisme, ne servait plus. Ces histoires de héros passionnés, de châteaux et d'amour impossible sonnaient creux face à la dureté de la vie quotidienne. Les gens n'avaient plus besoin d'évasion, ils avaient besoin de comprendre. Ils avaient besoin que quelqu'un raconte leur histoire. Et c'est ainsi, presque comme une réponse inévitable, que naquit le réalisme. Son objectif était radicalement simple mais incroyablement ambitieux, dépeindre la vie telle qu'elle était sans l'idéaliser. Les écrivains sont devenus une sorte de photographe de la réalité sociale, utilisant des mots au lieu d'un appareil photo. Des auteurs comme Honoré de Balzac en France se sont fixés une tâche monumentale, créer ce qu'il a appelé la comédie humaine. Une série de romans qui visait à documenter chaque recoin de la société française. Du banquier le plus riche au travailleur le plus pauvre, personne n'était exclu du tableau. En Angleterre, Charles Dickens, bien qu'avec des touches encore romantiques, n'a pas hésité à montrer la brutalité des orphelinats, l'exploitation infantile et l'hypocrisie des institutions. Ces romans étaient un coup de poing direct dans la conscience de la société victorienne. Pensez-y, ce fut un véritable activiste social, plume à la main. Le réalisme s'est obsédé du détail. Les descriptions étaient minutieuses, presque scientifiques. Il voulait presque que le lecteur puisse sentir la fumée des usines, ressentir le froid d'un appartement sans chauffage, entendre le murmure incessant de la ville. L'idée était de créer une immersion totale dans la réalité. Les protagonistes n'étaient plus des princes ni des chevaliers. C'étaient des médecins de village, des femmes au foyer frustrées, des employés de bureau gris, des gens ordinaires avec des problèmes et des ambitions reconnaissables. Pour la première fois, des millions de personnes pouvaient se voir reflétées dans les pages d'un livre. Leur vie comptait. L'une des œuvres phares qui incarne cela est Madame Bovary de Gustave Flaubert. C'est l'histoire d'Emma, une femme prise au piège d'un mariage ennuyeux et d'une vie provinciale, qui cherche à s'échapper à travers des fantasmes romantiques et l'adultère. Sa tragédie est celle des rêves brisés par une réalité médiocre. Flaubert était si obsessionnel avec la précision que sa devise était de trouver le mot juste, le mot exact. Il ne voulait pas simplement raconter une histoire. Il voulait construire un monde si réel que le lecteur ne puisse distinguer la fiction de la réalité. Un travail d'architecte du verbe. Mais juste au moment où le public s'habituait à ce miroir de la réalité, certains écrivains ont pensé que ce n'était pas suffisant. Ils croyaient que le réalisme était trop poli, trop timide. Ils ressentirent le besoin d'aller un pas plus loin, de soulever le tapis et de montrer toute la saleté qui se trouvait dessous. C'est ainsi que naît le naturalisme. Si le réalisme est un photographe, le naturalisme est un médecin légiste. Il ne veut pas seulement montrer la réalité, il veut la disséquer, analyser ses causes et montrer ses conséquences les plus crues, aussi désagréables soient-elles. Il voulait appliquer la méthode scientifique à la littérature. Le père de ce mouvement fut l'écrivain français Émile Zola. Il était fasciné par les nouvelles théories scientifiques de son époque, comme la théorie de l'évolution de Darwin et les premières études sur la génétique. Et il se posa une question terrifiante. Et si les êtres humains n'étaient pas aussi libres que nous le pensions?
Le naturalisme repose sur une idée appelée déterminisme. C'est le concept selon lequel notre destin est fortement influencé, voire déterminé par trois facteurs: l'héritage, c'est-à-dire les gènes et les tares que nous héritons de nos parents, l'environnement dans lequel nous grandissons et le moment historique que nous vivons. Pour Zola, le roman était un laboratoire. Il prenait un personnage avec un certain héritage génétique, le plaçait dans un environnement misérable et observait comment se déroulait l'expérience. Ces protagonistes n'ont souvent pas d'échappatoire. Ils sont victimes de forces qu'ils ne peuvent contrôler, comme l'alcoolisme, la pauvreté ou la violence. Son grand projet fut une série de 20 romans, Les Rougon-Macquart, où il suit l'histoire d'une famille sur plusieurs générations. Dans chaque livre, il explore comment les tares de la famille, comme l'alcoolisme ou la folie, se manifestent dans différents milieux, des mines de charbon aux grands magasins de Paris. L'un de ses romans les plus célèbres et brutaux est L'Assommoir. Il raconte la chute d'une blanchisseuse nommée Gervaise dans l'alcoolisme, entraînée par la misère de son environnement et la faiblesse de son mari. Zola ne juge pas, il montre simplement l'engrenage social qui la broie. C'est une lecture dévastatrice. Dans Germinal, une autre de ses œuvres maîtresses, il nous plonge dans l'enfer des mines de charbon du nord de la France. Il décrit avec un détail étouffant les conditions inhumaines des mineurs, leur lutte et leur rébellion. On peut presque sentir la poussière de charbon dans les poumons en le lisant. Comme vous pouvez l'imaginer, ce fut un scandale absolu. La société bourgeoise qui préférait lire des histoires édifiantes a accusé Zola et les naturalistes d'être vulgaires, de se complaire dans le sordide. Mais leur objectif n'était pas de provoquer pour provoquer. Leur objectif était la vérité, aussi laide fût-elle. Ils croyaient qu'en exposant les maux de la société, ils pouvaient contribuer à les guérir. Le naturalisme, en son cœur, avait une profonde vocation sociale. C'était un cri d'alarme. Regardez ça, nous ne pouvons plus l'ignorer. Une forme d'activisme à travers l'art le plus dépouillé. Or, ce tremblement de terre littéraire ne s'est pas cantonné à la France. L'idée d'utiliser la littérature comme un scalpel pour examiner la société s'est répandue dans le monde entier comme une traînée de poudre. Et partout, elle a pris une forme unique, répondant à ses propres blessures et conflits. Traversons l'océan Atlantique jusqu'aux États-Unis. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, le pays vivait sa propre version de l'industrialisation sauvage. Croissance économique pour quelques-uns et conditions brutales pour la majorité. Le scénario parfait pour le naturalisme. Ici, le déterminisme du naturalisme a rencontré une idée très américaine, celle de la frontière et de la lutte de l'homme contre une nature implacable. Jack London, dans des récits comme Construire un feu, montre un être humain insignifiant face à la majesté et à l'indifférence mortelle du froid de l'Alaska. Ce n'est pas l'environnement social de Zola qui détruit l'homme, mais la nature dans son état le plus pur et sauvage. La lutte pour la survie devient le thème central. La civilisation n'est qu'une fine couche qui se brise facilement, révélant l'animal que nous portons en nous. D'autres auteurs comme Stephen Crane dans Maggie, une fille des rues, ou Theodore Dreiser dans Une tragédie américaine, ont appliqué la formule de Zola aux villes américaines, montrant comment les rêves de succès et de bonheur se heurtaient à un mur de pauvreté et de déterminisme social. Et maintenant, voyageons vers l'Est dans la vaste et convulsive Russie du 19e siècle. Le réalisme russe est un géant à lui seul. Ici, le miroir ne s'est pas seulement tourné vers la société, mais aussi vers l'intérieur, vers les profondeurs les plus sombres et complexes de l'âme humaine. Nous parlons de Fyodor Dostoïevski. Dans des romans comme Crime et Châtiment, non seulement nous voyons la pauvreté de Saint-Pétersbourg, mais nous nous plongeons entièrement dans l'esprit torturé de son protagoniste, Raskolnikov. Nous ressentons son angoisse, son orgueil, sa culpabilité. C'est un réalisme psychologique. Dostoïevski a exploré les grandes questions philosophiques à travers ses personnages. Dieu existe-t-il? Si Dieu n'existe pas, tout est-il permis? Qu'est-ce que la morale? Ces livres sont un champ de bataille d'idées, incarnés par des personnages désespérés qui luttent pour trouver un sens à leur existence. D'autre part, nous avons Léon Tolstoï. Dans Guerre et paix, il peint une fresque gigantesque de la société russe pendant les guerres napoléoniennes. Mais dans Anna Karénine, il fait un portrait réaliste et dévastateur d'une femme piégée par les conventions sociales, similaire à Madame Bovary, mais à une échelle épique. Le réalisme russe est profond, philosophique et spirituel. Il ne se demande pas seulement comment nous vivons, mais pourquoi nous vivons. Il combine la critique sociale avec une quête incessante de l'âme, créant certaines des œuvres les plus puissantes de la littérature universelle. Et cet écho parvint également en Espagne. Des auteurs comme Benito Pérez Galdós, dans ses épisodes nationaux, et des romans comme Fortunata et Jacinta, ont dépeint avec maestria la complexe société madrilène du XIXe siècle. Il a montré ses tensions, ses classes sociales et ses contradictions. Leopoldo Alas, dit Clarine, avec La Régente,
a créé l'un des portraits féminins les plus impressionnants de la littérature, similaire à Emma Bovary et Anna Karénine. C'est une analyse démolisseuse de l'hypocrisie, de la frustration et de la pression sociale dans une ville de province vétusta qui était un microcosme de l'Espagne. Même en Amérique latine, ce mouvement a trouvé un terrain fertile pour dénoncer les injustices. Le naturalisme a servi d'arme pour critiquer la situation des populations indigènes, comme l'a fait Clorinda Matto de Turner dans Aves sin Nido, l'un des premiers romans indigénistes. Ainsi, comme nous le voyons, le réalisme et le naturalisme ne furent pas seulement une mode littéraire passagère, ils furent une nouvelle façon de regarder le monde. Une façon qui exigeait honnêteté, courage et une profonde empathie pour l'être humain, en particulier pour ceux que la société préférait ne pas voir. Ces écrivains nous ont appris que la littérature peut être un miroir, oui, mais elle peut aussi être un marteau. Un marteau pour briser les fausses apparences, pour démolir les préjugés et pour construire une conscience sociale plus juste. Ils nous ont montré que dire la vérité est l'un des actes les plus révolutionnaires qui soient. Et si l'on y pense, ce besoin de vérité n'a pas disparu. Au contraire, aujourd'hui, dans un monde saturé d'images parfaites, de fake news et de récits contrôlés, nous continuons de chercher ces voix qui osent nous montrer la réalité sans phare. Que ce soit dans un documentaire, une série, un podcast ou un livre, l'esprit du réalisme et du naturalisme est toujours vivant chaque fois qu'un artiste ou un journaliste décide de se concentrer sur les problèmes réels. L'inégalité, l'injustice, les luttes des gens ordinaires, l'héritage de Zola, de Dickens, de Dostoïevski et la conviction que raconter des histoires peut et doit changer le monde. Ces mouvements littéraires nous invitent à être des observateurs critiques de notre propre temps, à nous demander quelles histoires ne sont pas racontées, quelles réalités nous ignorons. Ils nous encouragent à chercher le visage humain derrière les gros titres et les statistiques, à comprendre les causes profondes des problèmes qui nous affligent. La prochaine fois que vous lirez un roman qui vous met mal à l'aise, qui vous fait sentir la rudesse du monde, souvenez-vous de ces pionniers. Ce sont eux qui ont ouvert la porte pour que la littérature cesse d'être un simple divertissement et devienne un outil essentiel pour comprendre la complexité de l'expérience humaine. Ils nous ont rappelé que la fiction, parfois, peut dire une vérité plus profonde que n'importe quel rapport officiel. Parce qu'elle nous permet de nous mettre dans la peau des autres, de ressentir leurs douleurs, de partager leurs espoirs et, en fin de compte, de reconnaître notre humanité partagée au milieu de l'adversité. L'ère industrielle a forgé le monde moderne avec ses lumières et ses ombres. Et la littérature du réalisme et du naturalisme nous a donné le langage pour le comprendre, le critiquer et rêver de le transformer. Un héritage inestimable qui mérite d'être rappelé et surtout lu. Ce fut une époque où la parole écrite fut chargée d'une immense responsabilité. Il ne suffisait plus de divertir une élite oisive. L'écrivain réaliste ressentait le pouls de la rue, l'urgence des changements sociaux et assumait un rôle presque de chroniqueur, de sociologue, de témoin de son temps face à l'histoire. Pensons à l'objectivité qu'il recherchait. Flaubert parlait de l'impassibilité de l'auteur, l'idée que le narrateur devait être comme Dieu dans sa création, présent partout mais visible nulle part. Il voulait éliminer sa propre voix pour que la réalité parle d'elle-même, sans filtres émotionnels ou moraux. Cette quête d'objectivité a conduit à une investigation presque journalistique. Avant d'écrire Germinal, Zola a passé des mois dans les régions minières, est descendu dans les mines, a parlé avec les travailleurs, a pris des notes exhaustives. Il voulait que chaque détail, du langage technique au jargon des mineurs, soit authentique. Cette dévotion à la vérité factuelle est l'un des grands héritages qu'ils ont laissés au journalisme moderne et à la non-fiction. L'idée que pour raconter une histoire puissante, il faut d'abord s'y plonger, enquêter, vérifier. La crédibilité est devenue une monnaie d'or. Le naturalisme a également exploré la psychologie des foules. Dans des romans comme Au bonheur des dames, Zola analyse la naissance des grands magasins et comment ils séduisaient les femmes bourgeoises, créant une nouvelle religion de la consommation. C'est une analyse incroyablement moderne de la publicité et du désir. De plus, nous ne pouvons pas oublier la critique des institutions. L'Église, le gouvernement, le système judiciaire, l'institution du mariage. Rien n'échappait à leur regard critique. Ils montraient comment ces grandes structures, qui étaient censées être les piliers de la société, étaient souvent corrompues, hypocrites et oppressives. Ce courage de défier le statu quo, c'est-à-dire l'état des choses ou la situation établie, a coûté cher à beaucoup de ces auteurs. Ils ont été confrontés à la censure, à des procès pour immoralité et au mépris de la critique officielle. Mais ils ne se sont pas arrêtés, car ils croyaient au pouvoir de leur mission. Il est également fascinant de voir comment le langage lui-même a changé. Ils se sont éloignés de la prose poétique et ornés du romantisme. Le langage réaliste et naturaliste est direct, précis, parfois même cru et vulgaire si la situation l'exigeait. Le style devait être au service de la vérité, non de la beauté. Et l'influence s'est étendue au théâtre. Henrik Ibsen,
le dramaturge norvégien, a porté le réalisme sur scène avec des œuvres comme Une maison de poupée, le claquement de porte final de Nora lorsqu'elle quitte son mari et ses enfants pour se retrouver elle-même a résonné dans toute l'Europe comme un coup de feu annonçant une nouvelle ère pour la femme. Cette focalisation sur des personnages féminins complexes et leur lutte contre une société patriarcale est un autre héritage crucial. Emma Bovary, Anna Karénine, Nora Elmer, la Régente. Toutes sont des figures tragiques, mais aussi des rebelles qui, par leurs actions, ont remis en question le rôle qui leur avait été assigné. L'impact sur les arts visuels fut tout aussi profond. Des peintres comme Gustave Courbet en France ont mené le mouvement réaliste en peinture. Sa célèbre phrase « Montrez-moi un ange et je le peindrai » résume la philosophie du mouvement. Il ne peignait que ce qu'il pouvait voir, la vie des paysans et des travailleurs. En résumé, le réalisme et le naturalisme ne furent pas seulement une technique, mais une nouvelle éthique pour l'artiste. Une éthique basée sur l'honnêteté, l'observation rigoureuse et la responsabilité sociale. L'artiste n'était plus un génie isolé dans sa tour d'ivoire, mais un participant actif au débat de son temps. Pensons à la ville comme personnage. Dans nombre de ses romans, Paris, Londres ou Madrid ne sont pas seulement une toile de fond. Ce sont des organismes vivants et palpitants qui façonnent la vie de leurs habitants. Avec leurs quartiers riches et pauvres, leurs rues anonymes et leurs foules, la ville est à la fois une cage et un champ de bataille. Cette vision de l'urbanité moderne comme un labyrinthe de solitude et d'opportunités reste incroyablement influente dans le cinéma et la littérature contemporain. La figure du détective qui arpente les rues pluvieuses d'une ville corrompue est un descendant direct de l'observateur réaliste du XIXe siècle. La science, qui fut la grande inspiration du naturalisme, fut aussi l'objet de sa critique. Ils montrèrent comment le progrès scientifique et technologique, sans boussole morale, pouvait être déshumanisant. Les usines qui produisaient en masse produisaient aussi la misère en masse. Cette tension entre le progrès et l'humanité est, peut-être, plus pertinente aujourd'hui que jamais. Tandis que nous développons des intelligences artificielles et des technologies capables de changer le monde, les questions que se sont posées ces auteurs restent les nôtres. Que signifie être humain à l'ère des machines? Au final, ce qui rend ces œuvres si percutantes, c'est leur profonde humanité. Malgré le déterminisme et la crudité, il y a toujours un intérêt sincère pour la vie intérieure des personnages. Nous ressentons leur lutte, même s'ils sont condamnés à l'échec, et dans leur défaite réside une étrange forme de dignité. Ces romans ne nous offrent ni réponses faciles, ni fins heureuses. Ils nous laissent avec des questions, avec un sentiment d'inquiétude, avec la conscience que le monde est un endroit compliqué et souvent injuste. Et c'est dans cette honnêteté que réside leur pouvoir durable. Alors la prochaine fois que vous rencontrerez le terme « réalisme » dans un manuel, ne pensez pas à quelque chose d'ennuyeux ou de poussiéreux. Pensez à un groupe de rebelles qui, armés seulement de papier et d'encre, ont osé regarder en face la bête de la modernité et raconter ce qu'ils ont vu. Sans peur, leur héritage nous enseigne que l'empathie ne naît pas en détournant le regard, mais en observant attentivement, en comprenant les circonstances de l'autre et en reconnaissant que les forces qui ont façonné leur vie continuent, d'une certaine manière, de façonner les nôtres. C'est un miroir qui, plus d'un siècle plus tard, nous renvoie toujours une image inconfortablement familière. Il est fondamental de comprendre que ce courant ne fut pas un phénomène isolé. Chaque pays a adapté le réalisme à sa propre idiosyncrasie. En Italie, le vérisme de Giovanni Verga dépeignait avec brutalité la vie des pêcheurs et des paysans du Sud, montrant une Italie très éloignée des cartes postales romantiques de Rome ou de Venise. Pendant ce temps, au Portugal, Essa de Queiroz, dans Le crime du padre Amaro, utilisait une prose ironique et élégante pour lancer une critique acerbe contre l'hypocrisie du clergé et la vie provinciale, un thème qui, comme nous l'avons vu, obsédait les réalistes de toute l'Europe. Même dans la littérature scandinave, au-delà d'Ibsen, des auteurs comme August Strindberg en Suède ont poussé le naturalisme à des extrêmes de pessimisme et d'analyse psychologique, explorant la guerre des sexes et les crises existentielles avec une intensité qui préfigurait le théâtre du XXe siècle. Ce qui unit toutes ces manifestations est une rupture radicale avec le passé, un rejet de l'idéalisation et un engagement envers le présent. Ces écrivains ont assumé la tâche d'être les historiens de l'instant, de documenter la vie telle qu'elle se déroulait, avec toutes ses contradictions. Ils ne cherchaient pas des héros, mais des êtres humains. Ils ont compris que dans la vie d'une personne anonyme, dans ses petites batailles et ses grands échecs, on pouvait trouver une vérité universelle. L'épopée ne se trouvait plus sur le champ de bataille, mais dans la lutte quotidienne pour la survie dans une ville hostile. Cette démocratisation du protagonisme est, sans aucun doute, l'une de leurs contributions les plus révolutionnaires. En mettant l'accent sur les gens ordinaires, ils ont affirmé que toutes les vies méritent d'être racontées, que toutes les histoires comptent.
Une idée qui nous semble évidente aujourd'hui mais qui fut radicale à l'époque. Le débat qu'ils ont ouvert sur la fonction de l'art est toujours d'actualité. L'art doit-il être un refuge de beauté, une échappatoire à la dure réalité? Ou doit-il être un outil de confrontation, un miroir qui nous oblige à affronter ce que nous préférerions ignorer? Le réalisme et le naturalisme ont tout misé sur la seconde option. Et leur influence est si profonde que souvent nous ne la voyons pas, comme l'eau pour les poissons. Chaque fois qu'un film ou une série se vante de son réalisme, de son portrait cru d'une profession ou d'un problème social, ils puisent directement à la source que ces auteurs ont ouverte il y a plus de 150 ans. Ils nous ont appris à lire le monde comme un texte, à nous attacher aux détails qui révèlent les grandes structures de pouvoir, à nous méfier des récits officiels. En définitive, ils nous ont donné des outils pour développer une pensée critique absolument indispensable aujourd'hui. Ainsi, en regardant en arrière, nous ne voyons pas seulement un mouvement littéraire, nous voyons une rébellion courageuse et nécessaire contre l'aveuglement. Une tentative monumentale de capturer la vérité d'une ère de changements brutaux, nous laissant un témoignage de la condition humaine au carrefour de la modernité. La prochaine fois que vous marcherez dans une grande ville, observez les contrastes. Les gratte-ciel de verre côtoyant les bâtiments anciens, la richesse et la pauvreté qui coexistent à quelques rues de distance. Vous verrez le même paysage qui a fasciné et horrifié les écrivains réalistes. Leur monde est encore notre monde. La littérature, grâce à eux, a cessé d'être un simple objet de plaisir esthétique pour devenir un document social, une forme de connaissance. Un instrument pour comprendre non seulement comment les choses étaient, mais pourquoi elles l'étaient, et comment les forces de l'histoire, de l'économie et de la biologie nous façonnent tous. Peut-être la leçon la plus importante qu'ils nous laissent est que la vérité, bien que souvent douloureuse et difficile à accepter, est toujours le seul point de départ solide pour tout changement réel. Pour améliorer le monde, nous devons d'abord oser le voir tel qu'il est. Telle fut leur grande et durable contribution. En conclusion, le réalisme et le naturalisme furent bien plus qu'une simple technique littéraire. Ils furent une posture éthique face au monde, un acte de courage intellectuel qui consista à tenir un miroir devant une société qui ne voulait pas voir son propre visage. Ils nous montrèrent les cicatrices, la saleté et les fractures, mais ce faisant, ils nous révélèrent aussi l'incroyable résilience de l'esprit humain. Leur héritage est une invitation permanente à ne pas nous contenter des apparences, à questionner les vérités qui nous sont imposées et à chercher l'humanité dans les endroits les plus inattendus. Ils nous ont rappelé que les meilleures histoires ne sont pas celles qui nous évadent de la réalité, mais celles qui nous aident à la comprendre et, avec un peu de chance, à la transformer. Un écho qui résonne avec plus de force que jamais dans notre complexe 21e siècle. Le véritable pouvoir de ces œuvres réside dans leur capacité à générer de l'empathie. En nous obligeant à vivre, page après page, la vie d'un mineur, d'une blanchisseuse ou d'une femme piégée, elles nous forcent à abandonner notre position confortable de spectateur et à ressentir vraiment le poids d'une autre existence. C'est la magie et la responsabilité de la grande littérature. Ce voyage dans les profondeurs de la condition humaine n'est pas toujours agréable, mais il est absolument nécessaire. Car ce n'est qu'en comprenant les racines de l'injustice et de la souffrance que nous pouvons aspirer à construire un avenir plus équitable. Les réalistes et les naturalistes le savaient. Ils nous ont laissé une carte de leurs abîmes pour que nous apprenions à naviguer les nôtres. La littérature, entre leurs mains, est devenue une conscience pour la société, une voix qui refusait d'être réduite au silence, qui criait depuis les pages des livres les vérités que les puissants préféraient cacher. Un rappel que l'art, quand il est honnête, est l'une des forces les plus transformatrices que nous possédions. Au final, la crudité de leur miroir n'était pas un acte de cynisme, mais un acte de profond amour pour l'humanité. Un amour qui ne se satisfait pas de la beauté superficielle, mais qui cherche la vérité dans l'imperfection, la force dans la vulnérabilité et l'espoir dans les endroits les plus sombres. Une leçon que nous ne devons jamais oublier, et c'est que la société industrielle qu'ils ont décrite a posé les bases du monde globalisé et technologique dans lequel nous vivons. Leur analyse sur l'aliénation du travailleur, le consumérisme et l'inégalité urbaine sont d'une actualité effrayante. Les lire, ce n'est pas seulement regarder le passé, c'est utiliser une loupe pour comprendre notre présent. La prochaine fois que vous verrez une nouvelle sur l'écart salarial, la crise du logement ou l'exploitation au travail, rappelez-vous que Dostoïevski, Zola et Galdós écrivaient déjà sur les racines de ces mêmes problèmes il y a plus d'un siècle. Leur œuvre est un témoignage que, même si la technologie change, les luttes fondamentales de l'être humain demeurent. Je vous invite donc à redécouvrir ces auteurs, non pas comme une obligation académique, mais comme une aventure intellectuelle, comme l'occasion de dialoguer avec certains des esprits les plus lucides et courageux de l'histoire qui nous ont laissé un héritage de vérité et une foi inébranlable dans le pouvoir de la parole pour illuminer le monde.
Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans ce voyage profond et, je l'espère, révélateur à travers la littérature comme miroir de la réalité. Ce fut un honneur d'explorer ces idées avec vous tous. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Quel auteur ou quelle œuvre de cette période vous a le plus marqué? Pensez-vous qu'aujourd'hui, nous avons besoin de plus d'artistes et d'écrivains avec ce niveau d'engagement? Laissez votre théorie en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à percer les secrets de l'histoire.